70% de la performance de long terme d'un portefeuille financier est expliqué par l'allocation d'actifs. Ce qui compte, c'est ta répartition. Quel est le meilleur placement du moment ? Tu lui réponds, c'est pas le sujet en fait. Ah bah oui, impossible. Impossible de répondre à cette question. Le maître mot en face, c'est la diversification. Dès lors que tu as ce cadre qui est défini, dès lors que tu as intégré une diversification suffisamment cohérente en ligne avec tes besoins, eh bien, naturellement, tu viens lisser le risque. Comprendre, c'est aussi appréhender le risque et ne pas céder aux biais comportementaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Perspective de vie, le média qui vous aide à conquérir votre liberté financière. Je suis Célia, la fondatrice de Perspective de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Claire Bernard, responsable allocation d'actifs chez Bred Banque Privée. Ensemble, nous allons explorer comment bâtir votre patrimoine en mettant du sens et de la stratégie. Vous ne savez pas comment vous y prendre ou vous êtes déjà engagé dans la réflexion, cet épisode est fait pour vous. Avant de plonger dans le sujet, un mot important. Un immense merci à Bred Banque Privée qui rend cette série possible et accessible gratuitement à toutes celles et ceux qui veulent reprendre le pouvoir sur leur avenir financier. Et si ce contenu vous est utile, abonnez-vous. Vous serez informé des prochains épisodes de nos séries publiées chaque dimanche à 10h, lundi à 17h et mercredi à 17h. Et rejoignez notre cercle privé de femmes. Le lien est en description. Place à l'épisode du jour. La base pour bien répartir ses investissements. Claire, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'allocation d'actifs avant de rentrer dans le cœur du sujet ? Donc, l'allocation d'actifs, c'est avant tout une stratégie d'investissement qu'on met en place. Et une stratégie d'investissement qui vise à répartir son portefeuille financier selon des catégories d'investissement. Ce sont des classes d'actifs. Donc, on va répartir son patrimoine financier selon des grandes classes d'actifs pour pouvoir faire en sorte de mettre en place une stratégie de long terme. Ça, c'est un point important à avoir en tête, qui répondent, encore une fois, aux objectifs, aux attentes de chaque investisseuse. Ça, c'est on va dire, la définition un peu théorique. Et alors, quelles sont ces grandes catégories ? Alors, absolument. Donc, quand on parle de classes d'actifs, on parle de solutions d'investissement qui vont répondre aux mêmes critères. Donc, on a plusieurs grandes classes d'actifs dans l'univers de l'investissement. On va démarrer du moins risqué. Donc, la première classe d'actifs, c'est la classe d'actifs des liquidités. Donc, quand on parle des liquidités, on parle de cash, on parle des capitaux qui sont mis au travail alors parfois pas mis au travail sur les comptes courants. Donc typiquement, c'est pas de l'argent qui est mis au travail parce qu'il permet pas de gagner de l'argent ou de faire une rémunération. Oui, nous l'avons eu dans l'épisode précédent. Absolument. On parle des livrets A, on parle de fonds monétaires, on parle de dépôts à terme. Mais c'est important d'avoir de l'argent sur ces comptes-là aussi parce que c'est notre épargne de précaution. Exactement. Et dans cette épargne de précaution, on peut ajouter le fameux fonds en euros dont on parlait dans l'épisode 1. Donc ça répond à cette classe d'actifs de liquidité. Pour nous, c'est une classe d'actifs qui est très importante parce qu'elle permet de positionner un curseur qui est celui de l'épargne de précaution, du coussin de sécurité qu'on souhaite avoir dans une allocation globale. Donc ça, c'est la première grande classe d'actifs. La deuxième, et je vais maintenant évoquer la plus connue, que sont les actions. Donc, les actions, c'est donc investir directement dans le capital d'une société cotée, d'une société du coup qui répond à plusieurs critères, notamment de réglementation et publique pour pouvoir être cotée en bourse. Et les actions, on peut investir cette classe d'actifs de différentes manières, soit en direct, j'achète une action Stellantis, j'achète une action, je sais pas, peu importe, Engie, Total Energy, voilà. Je peux également investir dans les actions au travers d'un fonds action. On en parlait également dans l'épisode 1. Donc là, c'est investir dans un portefeuille composé de plusieurs actions. Donc ça permet d'avoir une diversification plus accrue. Donc souvent, c'est des portefeuilles entre 15 actions à 200, 300, 500 actions. Donc, on peut investir de cette manière-là. On peut également investir dans des actions au travers de ce qu'on appelle des trackers ou des ETF. On en entend souvent parler, d'ailleurs, dans les journaux depuis quelques années, depuis 2 ans. On a l'impression que c'est la classe d'actifs un peu miracle, qu'il faut absolument investir dans les ETF. Donc, pour vous expliquer ce que sont les ETF, les trackers, ce sont un véhicule d'investissement qui va chercher à
va s'exposer à des actions, mais en répliquant un indice de référence. Quand on parle d'indice, on parle souvent dans les journaux ou à la télé du CAC 40. Donc, on va regarder dans le CAC 40 les 40 plus grandes capitalisations françaises. Et donc, c'est 40 entreprises cotées françaises qui composent cet indice qui s'appelle le CAC 40. Et donc, un ETF ou un tracker va chercher à répliquer la performance du CAC 40, si on cherche un tracker CAC 40. Et donc, il va s'exposer exactement aux mêmes actions qui composent l'indice du CAC 40. Et donc, on parle d'une réplication bête et méchante du comportement de cet indice. Parfaitement résumé. Et pour vous qui nous écoutez, nous avons consacré toute une série aux ETF de façon beaucoup plus approfondie. Donc là, c'est bien, tu as fait intégrer aussi, Claire. Bon, et après, nous inviterons les personnes à aller visionner la série ETF qui va sortir après celle-ci. Donc, il faut s'abonner pour ne pas rater les épisodes sur les ETF. Absolument. Super. Donc, les actions en direct, les fonds actions, les ETF. Voilà. Donc, on peut jouer, entre guillemets, cette classe d'actifs que sont les actions par trois grandes façons. Voilà. Donc, les actions, ce qu'il faut retenir, classe d'actifs la plus risqué, mais on va chercher un niveau de performance sur le long terme, et ça c'est très important de parler de long terme quand on parle de s'exposer aux actions. On va chercher un niveau de performance assez élevé. Et tu trouves que les actions c'est plus risqué que le private equity ? Alors, pour moi, je le mets dans la même catégorie en termes de niveau de risque par rapport à la perte en capital. Par contre, on n'a pas le même système d'évolution des fluctuations d'une action, par exemple, où là, on parle de volatilité. Quand il y a un niveau de volatilité qui peut être important, ça veut dire un niveau de mouvement à la hausse comme à la baisse d'une action qui peuvent être très importants sur une période de temps définie. Ça, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Sur une action, le niveau de volatilité, il est entre 15 et 20%. Ce qui veut dire que quand vous investissez et qu'une action A, elle vaut 100, peut-être que 3 jours après, elle peut valoir 80, un jour plus tard, 110, et 3 jours après, 120. Bon, mais à la hausse comme à la baisse, avec très peu de prévision sur le niveau de ces actions. C'est quand même une classe d'actifs qui est très risquée sur du court terme. Également sur du long terme, mais sur le long terme, les actions ont fait leurs preuves. Et quand on regarde les performances des actions, donc on regarde les gros indices, je parlais du CAC 40, qui est un petit indice en soi, parce que c'est 40 valeurs sous-jacentes. Si on regarde maintenant le MSCI World, qui est l'indice de référence qui regroupe les grandes capitalisations au niveau mondial, donc des actions cotées au niveau mondial, eh bien, le MSCI World, sur une période de 10, 20, 30 ans, affiche un niveau de performance annualisé entre 8 et 10%. Annualisé. Donc, par an. Mais regarde, on a regardé une fenêtre de temps super longue. 10, 20, 30 ans. Donc, il faut être capable quand même d'être dire, investi. Je suis très long terme. Très long terme. Donc, alors que le private equity, ou les actifs non cotés, dans le private equity, on s'expose à des sociétés non cotées en bourse par le capital également. Sur le non coté, il y a le même risque en termes de perte en capital, qui peut être total, comme les actions cotées, mais derrière, sur le niveau de volatilité que j'exprimais, on n'est pas sur le même système de fluctuation. Sur le non coté, on a une valorisation qui est souvent trimestrielle, alors que les actions, on a une valorisation quotidienne. On peut avoir un suivi, vous pouvez vous connecter tu te connectes sur ton appli, tu as investi dans Total Energy, je disais tout à l'heure, tu peux suivre l'évolution du cours de l'action au quotidien. Tandis que sur les marchés non cotés, la valorisation, elle est communiquée sur un pas souvent trimestriel, et on parle de marché privé. Contrairement au marché public des actions, marché privé égale aussi niveau d'information qui est beaucoup plus opaque que les marchés cotés. Oui. Quand on investit dans un fonds de private equity, tu peux pas taper sur Internet le nom du fonds et voir comment il se comporte. Toi, tu vas investir dans le fonds, tu récupères tes reportings privés de gestion pour voir comment ça se passe, mais c'est des informations que tu n'obtiens que si tu es investisseuse. Quand on investit dans un fonds de private equity, on va investir dans une dizaine de sociétés non cotées. Ces sociétés non cotées vont être valorisées dans le portefeuille du fonds de private equity tous les trimestres.
Et donc ça, ce niveau de valorisation, il est audité, souvent sur tous les ans par l'auditeur qui a été mis sur le dossier, en tout cas sur le fonds de private equity. Mais comme vous avez un pas de communication de cette valorisation qui est trimestrielle, eh bien, la volatilité, elle sera jamais aussi importante et matérialisée que des actions. C'est pour ça qu'on ne parle pas de volatilité quand on parle des marchés de private equity. On parle d'un niveau de risque sur le capital, de hausse ou de baisse de valorisation, mais on ne parle pas de volatilité. Oui, parce qu'elle est pas matérialisée, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'existe pas. Absolument. Non, ça, je suis bien d'accord et tu fais bien le souligner. C'est important que vous l'ayez toutes et tous bien en tête. Il y a un risque qui est palpable, c'est évident. Mais je le mets dans la grande... même rubrique actif risqué, mais à bien différencier. Et on y reviendra juste après, les actions cotées, des actions non cotées, parce qu'il y a beaucoup d'effets aussi différents, notamment la décorrélation des marchés traditionnels. Donc quand un secteur peut aller mal et qu'on investit par exemple dans le secteur des technologies au travers des actions cotées, je sais pas, Facebook, Google, les fameuses 7 magnifiques dont on entend parler depuis plusieurs années, eh bien, il se peut que le secteur aille mal, mais qu'un fonds de private equity qui va avoir le même secteur pour cibler les entreprises non cotées qui vont constituer le portefeuille se comporte très bien. Donc il y a une certaine décorrélation qui est une des grandes caractéristiques du private equity au regard des marchés traditionnels des actions, parce que face à un contexte macroéconomique similaire, tu peux avoir un comportement très différent d'un fonds action et d'un fonds action d'un fonds de private equity, des comportements en termes de performance et de risque différents. Oui, là je pense que c'est en rapport avec les biais comportementaux. Le côté, c'est visible, c'est public. Donc les gens forcément y réagissent. Alors que dans le non-coté, c'est bloqué aussi, c'est pas liquide, donc les gens ils peuvent pas sortir. Donc il y a pas effectivement un mouvement de panique et parce que c'est moins visible. Donc tu as totalement raison. Tu peux pas avoir de mouvement de flux comme une action que tu peux acheter ou vendre à ta guise et qui peut avoir un impact considérable sur le niveau de performance qu'on va attendre. Tandis que tu as totalement raison quand tu signes pour investir, pour t'engager dans un fonds de private equity, t'es marié pendant 10 ans. Voilà, donc faut être prêt à ça. Et puis après, en termes de performance, sur du très long terme, encore une fois, et c'est important de l'avoir en tête quand on parle de performance, quand on parle de risque, quand on parle de profil rendement-risque, des grandes classes d'actifs, il faut avoir en tête que l'horizon d'investissement long, le temps long, payera. Et c'est ça qui va apporter de la performance, de la création de valeur à un portefeuille. Et donc, sur du très long terme, les marchés non cotés, donc le private equity notamment, surperforment les grands indices actions. Donc là, je regarde sur une fenêtre de temps de 10-20 ans, eh bien, on voit, si on prend un niveau de performance annualisé, je parlais sur le MSCI World entre 8 et 10% en fonction du temps, 10, 20, 30 ans, eh bien, sur le private equity, c'est plutôt une performance annualisée qui va être autour de, déjà à plus de 10%, ça c'est sûr, et entre 12 et 18% en fonction de la classe d'actifs, parce qu'il y a des classes d'actifs, il y a des sous-classes d'actifs dans laquelle on investit. Ouais, mais forcément, make sense, parce que ça respecte les deux facteurs de succès d'un actif, c'est le temps, très long, puisqu'on est bloqué, comme tu dis, quand on rentre, on est marié. Voilà, exactement. Donc le temps long. Et ensuite, le fait qu'il ne puisse pas y avoir ces mouvements-là de panique, de rentrée-sortie, qui font les variations, les fluctuations. Exactement. Parce que tu es verrouillé, tu es bloqué. Absolument. Donc forcément, oui. Ceci explique la performance. Absolument. Voilà, tout est lié, toujours. C'est toujours la même chose. Entre performance et risque, il y a un lien très simple. Plus tu prends du risque, plus tu peux attendre une performance plus élevée. Voilà. Oui. Là, il n'y a pas de secret là-dessus. Mais donc, pour
avoir le succès de cette classe d'actifs, toujours moi je retiens, c'est l'horizon long terme. Absolument, oui. Et puis en plus, c'est laisser, j'aime bien dire, c'est laisser le temps à la classe d'actifs de s'exprimer, d'exprimer ses fondamentaux. Oui. Si tu investis dans une action, maintenant, tu retires le 10 décembre, 2 mois après. Voilà, donc forcément, les fondamentaux de la classe d'actifs ne peuvent pas s'exprimer en termes de création de valeur. Oui, c'est ça, et tu retires 2 mois après parce que tu as vu... T'as un besoin. Oui, tu as un besoin ou encore... tu as vu des news, des news, et voilà. Ouais. Et souvent, tu paniques et tu retires. Exactement. Et ça, la panique, c'est pas bon dans ces cas-là. Oui, parce que besoin... c'est pas bon, c'est parce que ça respecte pas ton cahier des charges. Absolument. Si tu as un besoin 2 mois après, c'est pas sur les actions qu'il faut mettre. Nous l'avons vu dans l'épisode précédent. Absolument, c'est exactement ça. Et c'est tout l'intérêt d'une allocation d'actifs, c'est comme ce cadre, il est bien défini à l'avance, c'est facile de se dire, est-ce que je m'éloigne de ce cadre ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Et comment je reviens à mon niveau initial. Et au moins, ça donne de la visibilité, ça donne du confort en tant qu'investisseuse de se dire, bon, ok, là, je suis à 30% d'actions, j'en sais rien. Bon, là, on est monté à 40. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse quelque chose parce que je m'éloigne de mon allocation centrale ? Oui, et on peut s'en éloigner. C'est un bon point, on peut s'en éloigner parce que grand changement dans ma vie, il faut que je réadapte mon allocation. Absolument. Et au contraire, il faut aussi la réadapter au cours de la vie parce qu'il y a forcément des changements au cours de sa vie. Absolument, c'est tout à fait vrai. Comme je le disais, les actions, donc deuxième grande classe d'actifs bien connue, avec les attraits qu'on connaît en termes de performance de long terme, mais également en termes de risque et de volatilité. Et une autre classe d'actifs assez connue qui rentre dans ce fameux marché coté traditionnel sont les obligations. Donc on en a parlé également dans l'épisode 1 quand on a parlé du fonds en euros. Donc les obligations représentent une grande classe d'actifs. Au même titre que les actions, on peut jouer cette classe d'actifs selon plusieurs manières. Alors, soit en investissant en direct dans des obligations d'État ou des obligations de société. Donc, je veux une obligation de Total Energy parce que Total Energy avait un besoin de financement et a émis une obligation avec un niveau de coupon de 3,5% par an. Je ne sais pas, je peux investir dedans. Alors souvent, investir dans une obligation en direct, je préfère le dire, nécessite un ticket d'entrée minimum de 100 000 euros. Parce que soit c'est pour répondre à des exigences en termes de profil de client, d'investisseuse. Donc, il faut être professionnel au sens de l'AMF. Tu expliquais ce qu'était l'AMF lors du précédent épisode. Donc, c'est possible de le jouer, mais il faut avoir quand même remplir certains critères en tant qu'investisseuse pour pouvoir. Au travers de fonds, donc on parlait des fonds actions, même chose, on peut investir dans des fonds obligataires. Donc, le fonds obligataire va être composé d'un portefeuille de plusieurs obligations en direct, selon une philosophie d'investissement qui est choisie par le gérant de ce fonds obligataire. Donc, tu peux investir dans un fonds obligataire qui va sélectionner uniquement des obligations européennes, des obligations dites investment grade. Quand on parle investment grade, ce sont les fameuses obligations qui sont très bien notées et donc qui sont dans cette fameuse tranche triple A, B, triple B, ou des obligations plus risquées qu'on appelle des obligations high yield, donc à haut rendement, qui sont elles plus risquées mais également plus rémunératrices parce qu'encore une fois, il y a ce lien qui se met en place. Donc, il va falloir que je développe une série sur les obligations. Oui. Et ça, franchement, je le vois, c'est une classe d'actifs qui est difficile à comprendre. Pour moi, c'est la plus complexe, sincèrement. Entre toutes les classes d'actifs sur lesquelles je travaille... C'est pas les produits structurés. Alors, pour l'expliquer, c'est peut-être le plus dur, mais finalement, dans la pratique, dans le comportement d'un produit structuré, c'est beaucoup plus simple à expliquer. Parce qu'il y a un cahier des charges, il y a des conditions à remplir. Si elles sont atteintes, tu touches ton coupon. Si elles sont pas atteintes, tu le touches pas. Mais tu as une certaine lisibilité sur le comportement de ton produit structuré au fil du temps. Tandis qu'une obligation, il y a quand même plusieurs choses qui rentrent en tête. Comprendre le mécanisme des taux longs, des taux courts, à la hausse, à la baisse, la valorisation des obligations dans un portefeuille. Il y a beaucoup de sujets techniques sur les obligations qui peuvent faire peur. Et je trouve, et je le dis, c'est une classe d'actifs qui est complexe. Voilà. Moi aussi, c'est celle que je maîtrise le moins. Donc, il faut vraiment que je développe une série. T'as des personnes à me conseiller comme ambassadrice, ambassadeur. Oui, je vais te trouver ça sans problème. Yes. On en reparle avec plaisir.
Et donc, même chose que les actions, on avait dit en direct, au travers d'un fonds ou au travers de trackers. Donc, ces fameux fonds qui viennent répliquer ETF. la performance, ou ETF exactement, qui viennent répliquer la performance d'un indice. Et donc, il existe des indices obligataires, comme il existe des indices actions. Oui, parce que c'est vrai que ETF, on pense direct action, mais nous l'avons vu avec Marie-Sophie Pastan, qui est notre ambassadrice sur la partie ETF. Il y a aussi les obligations. Exactement. ETF et c'est vrai obligations. que historiquement, il y avait peut-être moins... alors, soit c'est que c'était moins communiqué, mais je pense aussi qu'il y avait moins de flux sur ces ETF obligataires, et il y en a de plus en plus. Alors, un grand truc sur les ETF, mais après, c'était pas mon sujet, c'est le niveau de frais. Qui est très largement réduit par rapport à un fonds actif, parce qu'on vient segmenter deux choses, la gestion active de la gestion passive. Gestion passive, tracker, ETF, gestion active, un fonds action, un fonds obligataire. Donc la gestion active nécessite une rémunération, des frais de gestion pour rémunérer la personne, le gérant qui va opérer des arbitrages dans le portefeuille. Une gestion passive, entre guillemets, il n'y a rien à faire, puisque c'est de la réplique bête et méchante d'un indice qui existe déjà. Donc, il n'y a pas de gestion active. Et donc, forcément, le niveau de rémunération, le niveau de facturation d'un ETF, il est moins cher. Normal, il faut payer les gens. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on en a vu... on en a entendu beaucoup parler dans les journaux, dans des articles financiers, parce que c'était un peu le meilleur monde. J'investis dans les actions, je paye pas cher, j'investis dans un indice qui s'expose au marché américain, par exemple. Je vais rien payer, je vois pas pourquoi j'irais payer 1% plus cher au travers d'un fonds action, alors que la performance n'est pas au rendez-vous. C'est tout le problème, c'est que ça fait 3 ans que la gestion passive, en termes de performance, est plus favorable que la gestion active. Mais attention, ça pourrait se renverser, parce qu'après, il y a des biais qui se présentent dans les ETF, notamment des biais de concentration. Je m'éloigne un peu du sujet, mais je trouve que c'est intéressant de l'avoir en tête. Oui. Un indice comme le MSCI World, comme j'en parlais, c'est un indice qui est capital weighted, ce qui veut dire qu'on va prendre en considération le niveau de capitalisation boursière de chacune des actions pour déterminer le poids que l'action va représenter dans l'indice. Et en fait, la capitalisation boursière, elle grossit comment ? Elle grossit quand la performance des actions s'envole. Et donc, ça a un effet immédiat. Et donc, finalement, quand le secteur technologique a largement boomé et a fait des performances absolument exceptionnelles, c'est normal que là... Eh bien, le poids du secteur technologique dans l'indice MSCI World a largement augmenté. On parle de concentration de l'indice sur le secteur de la technologie américaine en plus, sur des valeurs de croissance. Donc finalement, quand on investit dans un ETF MSCI World, on investit surtout dans un ETF qui a une grosse exposition américaine et technologique. Donc il y a quand même une concentration. On pense être ultra diversifié. D'accord. Donc parce que j'allais dire pas si diversifié que ça. Eh bien, alors c'est très très diversifié à la fin de la journée, mais il y a ce biais qui est pris, une concentration sur un secteur fort, mais qui pourra petit à petit, en fonction de l'évolution des marchés boursiers, revenir à des niveaux un peu plus diversifiants dans un ETF. Mais il faut l'avoir en tête. Quand on soulève un peu le capot et qu'on se dit « Ah ouais, en fait, mon tracker, il investit MSCI World, il investit comment exactement ? C'est quoi les poids ?» Et qu'on voit qu'il y a 60%, 65% d'États-Unis, bon, faut l'avoir en tête. 65% d'exposition au marché américain, c'est pas diversifiant, c'est plutôt assez concentré dans un indice. Petite pause rapide. Pensez à vous abonner pour la prochaine vidéo de cette série sur l'allocation d'actifs. Rendez-vous pour chaque nouvel épisode les dimanches à 10h, lundi à 17h et mercredi à 17h. Oui, c'est sûr. Et donc, le MSCI World, c'est les meilleures entreprises les plus performantes au monde. Exactement. Donc, on va prendre les plus grosses capitalisations boursières. Et si à ce moment-là, les plus grosses capitalisations, c'est dans un même secteur, en fait, il y aura forcément une majorité de ce secteur-là. Exactement. Oui, c'est sûr que ça, c'est risqué. Bon, faut l'avoir en tête. Attention à ce qu'on lit, ce qu'on entend. Oui, parce que c'est vrai qu'en ETF, MSCI World, oui.
Alors que le gérant actif d'un fonds action, qui a une philosophie d'investissement, peut-être, il se dit, moi, je vais créer un fonds qui doit être très diversifié, multisectoriel, au niveau mondial. Lui, il va chercher à respecter une allocation d'actifs, au même titre que ce qu'on est en train de faire pour toutes les investisseuses qui souhaitent construire un portefeuille. Finalement, ce niveau de cette stratégie d'investissement, quelle allocation d'actifs, on la retrouve au sein d'un fonds action. Si on vient zoomer à chaque fois sur chaque brique, tu retrouves l'allocation d'actifs dans chaque brique. Oui, donc c'est vraiment un élément central de la gestion patrimoniale. Absolument. Ah ben, j'ai envie de dire même essentiel. Il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Quand on regarde les grandes statistiques, il faut se dire que 70% de la performance de long terme d'un portefeuille financier est expliqué par l'allocation d'actifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas tellement le choix des fonds, des supports que tu mets dans ton allocation qui compte. Ce qui compte, c'est ta répartition. C'est combien tu as mis en action. 30% d'actions. Je sais pas. 20% d'obligations. 10% de mon côté. C'est ça qui va payer et qui va te faire te justifier ta performance de long terme. Oui, donc c'est pas vraiment le produit intitulé Intel. Non. C'est plus la catégorie. C'est le pourcentage de catégorie. C'est comment tu as construit ton allocation, donc ton pourcentage dans chaque catégorie qui va créer la valeur sur du long terme. Alors, encore une fois, je dis sur du long terme. Tout ça, c'est très important de le souligner. Et donc, c'est pour ça que c'est primordial déjà d'un point de vue performance, création de valeur. Ce qui est primordial aussi au regard de la gestion patrimoniale, c'est qu'on répond à des objectifs qui sont les objectifs personnels de chaque investisseuse. Donc forcément, on a cette même logique que quand on fait un audit du patrimoine, quand on parle de fiscalité, de transmission, comme je le disais précédemment, eh bien, ce même audit est fait pour l'allocation d'actifs parce que c'est très personnel et c'est vraiment lié au parcours personnel et professionnel de chaque investisseuse. Et donc, quand tu as une personne en face de toi qui te dit « Bon, quel est le meilleur placement du moment ?» Tu lui réponds, c'est pas le sujet en fait. Ah ben oui, impossible. Impossible de répondre à cette question. Mais j'ai tous les jours des clients qui viennent avec ce type de questions. Quelque chose aussi qui est marrant, c'est on parlait un petit peu des biais comportementaux et de la psychologie, à quel point ça peut influer sur les décisions d'investissement et sur la construction d'une allocation. Mais alors, ce qu'on voit souvent, c'est Claire, moi, j'ai mon pote, il a investi dans tel truc. Ah, mais c'est magique. Et non, mais il a fait 10% de performance l'année dernière. Mais franchement, moi, je veux la même chose. Hein. Oui, alors d'accord. Bon, alors, il a fait 10% de performance l'année dernière. On va décortiquer un petit peu. Donc là, je vais regarder. Vous êtes exposé à quelle classe d'actifs ? Ah, du private equity. D'accord. Mais je crois que toi, t'avais pas envie de bloquer trop tes capitaux sur 10 ans. Ah oui, t'as raison. Alors je vais pas faire ça. Et en fait, il y a ce côté biais de mimétisme qui se met en place quand on parle d'allocation et qu'il y a des discussions de dîner ou d'apéro où entre eux ou entre elles vont se dire mais moi j'ai un super truc. J'ai découvert le produit phare miracle, de l'année. Magnifique. C'est ça, exactement. Et au final, mais si c'est pas aligné avec tes attentes et tes objectifs, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que c'est primordial et que c'est central dans une réflexion de gestion patrimoniale que de bien réfléchir à son allocation d'actifs. Je trouve ça génial ce que tu as dit parce que finalement, pour les personnes qui nous écoutent, c'est très rassurant que ce soit pas la recherche d'un produit en particulier intitulé un tel qui va faire que je vais avoir de la performance, mais c'est plutôt le fait d'aller répartir dans des grandes catégories, peu importe après concrètement quel produit je vais aller imbriquer là-dedans. Exactement. Alors il y aura toujours des personnes qui vont faire des super coups et j'ai envie de dire bravo. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, personne n'en a. C'est trop difficile de venir... Ouais, comme on dit avec le stock picking par exemple. Exactement. Venir trouver une entreprise, une action de croissance qui est au début et qui va surperformer, mais ça c'est sûr, c'est pas évident. Et là, c'est pas évident et c'est pas
mon métier. Là, moi, je me dis, il y a des experts qui font ça tous les jours, qui sont des analystes sur des actions, connaissent très bien un secteur et qui vont avoir des analyses fondamentales sur le comportement de ces sociétés, des analyses aussi plutôt techniques. On regarde comment se comporte le cours d'une action sur des graphiques. Moi, c'est pas mon métier. Mon métier, il est beaucoup plus généraliste finalement. On parle vraiment d'une allocation de très long terme. Dans l'entonnoir, on est vraiment la phase 1 de réflexion. L'allocation stratégique, c'est la phase 1. C'est celle qui va vraiment déterminer ce fameux squelette, ce fameux cadre, vraiment la colonne vertébrale d'une allocation d'actifs. Oui, qui est très rassurant et que tu te dis, je limite le risque. Tu vois, tu dis, on va aller prendre du risque, mais finalement, c'est quand même très maîtrisé. Absolument. Et ça, c'est un point super important que tu soulignes, Célia. Tout l'intérêt d'une allocation d'actifs, le maître mot en face, c'est la diversification. Oui. Parce que quand on vient réfléchir... le voit bien, tu dis depuis tout à l'heure, on fait tel pourcentage dans telle classe, tel autre pourcentage dans une autre classe pour une même personne. Absolument. Et ne pas mettre ses œufs dans le même panier, mais ça sera toujours d'actualité. Et ça, il n'y a rien qui ne changera cette approche, même dans des phases très compliquées qu'on a connues, de Covid, etc., de crise financière, de crise géopolitique, de guerre Russie-Ukraine, qui ont eu des impacts considérables sur les portefeuilles financiers. Finalement, dès lors que tu as ce cadre qui est défini, dès lors que tu as intégré une diversification suffisamment cohérente en ligne avec tes besoins, eh bien, naturellement, tu viens lisser le risque. C'est mathématique. Donc c'est très important de l'avoir. Absolument. Et je pense que c'est un confort en tant qu'investisseuse qui démarre ses réflexions là-dessus, d'avoir ce cadre. Parce qu'on sait à quoi se référencer, on sait sur quoi s'appuyer quand on est en phase de doute. Hop, on revient à la colonne vertébrale, on revient à l'allocation d'actifs. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Oui, exactement. C'est ça. Non, c'est top. Est-ce qu'on a vu toutes les catégories d'investissement ? Ah non, non, du tout. Alors là, j'avais dit donc, liquidité, actions, obligations. Une classe d'actifs évidemment très connue, l'immobilier. L'immobilier, c'est une classe d'actifs la plus palpable et réel quand on parle d'investissement en direct dans l'immobilier, quand tu vas acheter ta résidence principale, ta résidence secondaire. Donc ça, c'est comment investir en direct dans l'immobilier. Donc ça, c'est une classe d'actifs aussi financière parce qu'elle répond à certains critères, notamment en termes de recherche de performance, de valorisation dans un patrimoine. Tu as toujours bon espoir quand tu achètes ta résidence principale que si tu dois la revendre parce que tes objectifs ont changé, que tu fondes une famille, qu'il est petit, etc., de le revendre quand même plus cher que ce que tu l'as acheté. Donc, ça veut dire qu'il y a un effet de valorisation de l'actif immobilier en tant que tel dans ton patrimoine. Donc, c'est pour ça que ça rentre dans le spectre de la finance. Mais il y a aussi une façon de jouer l'immobilier, c'est en indirect, au travers de véhicules d'investissement indirect qui s'appellent les SCPI, on en entend souvent parler, ou OPCI, qui permettent de s'exposer à la classe d'actifs immobilier de manière indirecte. Donc, tu détiens des parts de cette SCPI qui va investir, elle, dans un portefeuille de plusieurs actifs immobiliers, des immeubles, ça peut être du résidentiel, ça peut être du bureau, voilà, tout est possible. Il y a des stratégies, encore une fois, d'investissement. Et nous avons toute une série sur les SCPI également. Ah, génial. Avec des expertes SCPI. Bon, c'est super. Oui, mais c'est marrant ce que tu dis parce que finalement, l'allocation d'actifs, on touche à toutes ces classes d'actifs, mais de manière un petit peu plus généraliste. Et derrière, il y a tous les experts qui sont là pour aller décortiquer le mécanisme de chacune de ces classes d'actifs. Donc moi, typiquement, les SCPI, c'est quelque chose que je maîtrise un peu moins parce que dans mon parcours professionnel, c'était moins quelque chose qui était mis en avant. Mais demain, peut-être que ça le reviendra. D'ailleurs, je suis en train de chercher à en référencer pour nos clients. Donc, c'est un travail que je vais mener. Bref, en tout cas, je peux te donner quelques pistes. Ah, si tu c'est veux. vrai. Très bien. Je suis preneuse. On en parlera après en échange les CPI obligations.
Exactement. Ah ben parfait, ça me va parfaitement bien. Et donc sur les SCPI, historiquement, ce qui est génial, c'est que c'est du revenu récurrent. Les loyers, quand on investit dans un immeuble, dans un portefeuille d'immeubles, imaginons à Paris, là, il y a une gestion qui est mise en place avec des locataires. Donc en tant qu'investisseuse, tu touches les revenus locatifs liés à ces différents portefeuilles d'actifs immobiliers qui sont dans la SCPI. Oui. Donc, tu as quelque chose de palpable. Je pense que psychologiquement, comme l'immobilier, c'est quand même une classe d'actifs historiquement la plus simple à comprendre parce que c'est un actif réel, tangible, palpable. Eh bien, il y en a eu beaucoup dans les portefeuilles des investisseurs au sens large, historiquement. Maintenant, il y a eu un gros à-coup depuis 2023 sur les SCPI. Oui. Ça a été un peu dur pour beaucoup, et notamment des grandes SCPI très connues. Eh bien, il y a eu des valorisations, donc une valorisation qui a très largement baissé. On parle parfois de moins 40, moins 50% de baisse de valorisation d'un portefeuille de SCPI. Et c'est là où c'est un travail, quand on accompagne des clientes sur la location d'actifs, il faut être là, il faut être présent, il faut être pédagogue, il faut toujours être derrière, il faut être à disposition parce que je pense que ça a été vendu à certaines personnes comme un actif presque garanti. Et garanti, oui. Et très liquide. Oui. Presque. Mais je ne veux pas attirer... voilà, oui. Mais si j'ai bien fait mon allocation d'actifs, oui. Peut-être que celle-ci, ce bout de mon camembert-là, a dégringolé, mais les autres viennent compenser. Exactement, tu as tout dit. Et donc, c'est là tout le travail aussi d'accompagnement, c'est de venir rassurer sur le fait que, quand il y en a un qui se comporte pas mal, une brique qui se comporte mal, eh bien, il y aura une compensation, on l'espère à un moment donné, d'une autre classe d'actifs. Je ne peux pas dire que c'est toujours le cas. Quand on voit une année comme l'année 2022, qui a été une année rouge sur les marchés financiers, notamment les actifs traditionnels, on a vu toutes les actions baisser considérablement en termes de performance. On parle de performances qui ont oscillé entre moins 10% et moins 20%. Les obligations ont également baissé très largement. On a eu un double effet sur ces deux classes d'actifs qui, par nature, ne se veulent pas, qui sont censées être plutôt décorrélées, qui ont été dans le rouge tout ensemble. Et donc, c'est là où il y a d'autres classes d'actifs qui rentrent en jeu, et ça me permet de faire la transition, qui sortent des marchés traditionnels, des actions et des obligations, et de l'immobilier. Ce sont les actifs de diversification, les actifs décorrélants, les actifs alternatifs, tu les appelles comme tu veux, qui regroupent pas mal de grandes sous-classes d'actifs. On peut parler notamment des matières premières. On parle aussi souvent énormément de l'or en ce moment. L'or est considéré comme une valeur refuge. L'or, tu peux investir dans des supports financiers qui eux-mêmes répliquent le comportement de l'or. Ou tu peux acheter des lingots d'or et puis les mettre au coffre. L'or a cette caractéristique, en tout cas on dit de l'or que c'est une valeur refuge. Ce qui veut dire que quand, notamment dans des schémas de contexte géopolitique extrêmement rudes, hop, l'or s'envole. On ne fait que atteindre le record de la valorisation de l'once d'or. Et là, tu parlais de 2022, dégringolade aussi bien sur les actions que les obligations. Oui. Et là, cette année, en 2025. Alors, en 2025, les obligations ont un comportement, une performance en ligne avec ce qu'on attend d'elles. Si on regarde les obligations investment grade, donc les plus solides, elles font entre 3 et 4% de performance. Très bien. Les actions, pour le coup, il y a eu un effet difficile, c'est l'effet devise. Alors ça aussi, il faut l'avoir en tête. Dans une allocation d'actifs, il est possible aussi d'intégrer une brique devise. Ce qui veut dire investir en dollars, par exemple, mais avoir une brique qu'en dollars, sans avoir le fameux effet de change. Et donc là, cette année, l'effet de change, donc quand on regarde la conversion entre le niveau de l'euro et le niveau du dollar, pour des clients qui auraient investi sur les marchés américains, imaginons un investissement dans un tracker S&P 500, S&P 500 étant l'indice qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines, eh bien, si tu es un investisseur, une investisseuse européenne,
eh bien, tu vas avoir la conversion de la valorisation de ton tracker du dollar vers l'euro. Et ça a eu un effet très négatif parce qu'on parle d'un effet de change de près, je crois, moins 10% cette année. Donc, tu aurais pu investir aux États-Unis et faire une perf. J'ai plus en tête les chiffres, donc je ne veux pas te dire de bêtises à toutes nos auditrices. C'est plutôt de se dire que sur une performance locale qui aurait fait plus 10, tu retires 10% lié au taux de change si tu es investisseur en Europe. Donc, ça veut dire que ton produit t'a rapporté 0. Ah oui. Donc cette année, il y a eu des gros à-coups sur le niveau du taux de change euro-dollar, lié notamment à monsieur qui a fait beaucoup droits de douane. Sur les droits de douane en avril. Il y a eu un gros impact aussi là-dessus et d'autres effets qui ont eu cet impact-là sur la devise qu'il faut avoir en tête et intégrer aussi dans sa réflexion, dans sa compréhension de la performance d'une année sur l'autre. Il y a aussi la devise à avoir en tête. Mais là, les marchés actions et obligations sont tout de même remontés. Oui. Là, pour le coup, l'année 2025 est une année positive pour les marchés si on prend les grandes classes d'actifs. Donc, ce que je suis en train de me dire, c'est si je suis allée investir sur les actions et les obligations, c'est que c'est du long terme. Oui. Donc, en principe, 2022, on est quand même à moins de 5 ans. Ouais. Donc, dans la logique du long terme et dans ma bonne allocation d'actifs, ok, en 2022, ça a fait moins 30, moins 40, comme tu as dit, mais comme c'est sur du long terme, pas de panique. Pas de panique à bord. J'attends on attend, on reste patient, on explique, on est là pour nos clientes, évidemment. Ouais. C'est trop facile de dire non, t'inquiète, regarde ton allocation d'actifs et tout ira bien. Non, faut être présent, faut expliquer pourquoi il se passe ça et effectivement, toujours expliquer ce mécanisme du temps long. Pour autant, je dis pas qu'il faut être figé non plus et complètement avoir des idées arrêtées. C'est-à-dire que si on a défini pour une cliente une allocation avec 30% d'actions, qui nous semble être adaptée à ses besoins. Oui. Si demain, il y a un Covid qui se représente, là, j'ai zéro boule de cristal sur le comportement des marchés. Covid, pareil, il y a eu entre les annonces et puis le point bas, ça a fait moins 25, même plus, 30%, moins 30% sur certains secteurs. Eh bien, si ça se reproduit, j'aurais plutôt tendance à, de manière proactive, aller voir ma cliente et lui dire, bon, ton 30%, de manière ponctuelle, on va plutôt le faire descendre à 10% pour se protéger. Et là, on ne parle pas d'allocation d'actifs, on ne parle pas d'allocation stratégique, on parle d'une allocation tactique. D'accord. Et ça, c'est super intéressant. L'allocation tactique, c'est quelque chose qui est ponctuel, alors que l'allocation stratégique, c'est une décision de long terme. Tactiquement, je vais dire à ma cliente, on va diminuer ton exposition aux actions pour se protéger parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec un Covid numéro 2, 4. Et donc, tactiquement, je vais te dire de vendre une partie de tes actions pour les investir dans ta poche liquidité, dans ta poche obligataire, pour venir protéger ton portefeuille. Mais là, tu ne cèdes pas aux biais comportementaux. Là, à quel moment tu vends? Alors, c'est pas au plus bas. Ah non, mais alors j'essaye d'être proactive. C'est pour ça que j'ai dit proactivement. Peut-être avant que, quand je vois que ça commence à descendre. Oui. Alors après, ça s'est fait, la Covid, c'est un exemple difficile parce que ça s'est fait très rapidement de la baisse des marchés. Mais d'ailleurs, c'est reparti très nettement à la hausse dès le mois de juin. Hein. Oui. Donc, en espace de 3 mois, après, c'est reparti. Donc, la cliente qui n'aurait rien fait, finalement... naturellement, elle se retrouve en phase de hausse positive puisque la baisse de mars, finalement, elle a été compensée par le rebond quelques mois plus tard. Donc, en fait, ne rien faire a été une bonne décision. Mais pour quelqu'un qui est aussi potentiellement très anxieuse, ou moi, par nature, je vais avoir tendance à vouloir mettre en garde en disant, bon là, il se passe des choses un peu stressantes sur les marchés qu'on ne contrôle pas. Peut-être qu'il y a des actions qu'on pourrait vendre sur lesquelles on n'est pas en moins-value, on est en plus-value. On vient cristalliser une performance qui a déjà été réalisée pour
pour se dire, bon, ça, on l'a cristallisé, hop, on l'a mis de côté, on a bénéficié de la hausse à un moment donné, on protège cette partie-là du portefeuille. Et je te dis pas de désinvestir entièrement les actions, je te dis de plutôt sous-pondérer les actions pendant une période déterminée. C'est pour ça qu'on parle d'allocation tactique, c'est que c'est du court terme. Demain, l'objectif, c'est de revenir à l'allocation stratégique, à l'allocation d'actifs de long terme. Très ça, bien. c'est les deux mots un peu techniques pour se la péter un peu au dîner. Il faut parler d'allocation stratégique et d'allocation tactique. Voilà. Plutôt que de dire « Ah, j'ai trouvé le meilleur produit, le meilleur placement. » Exactement. Nommer un tel. Voilà. Très bien. Absolument. Est-ce que nous avons fait le tour ? Eh bien non. Alors, on n'a pas fait le PE là. On a fait, voilà, c'est ça. Donc dans les actifs de décorrélation, j'ai parlé des matières premières avec l'or. On peut aussi y inclure ce qu'on appelle les hedge funds, les fonds de performance absolue. Ça, ce sont des fonds qui investissent dans les marchés cotés, dans des actions, des obligations, dans des devises, mais avec un objectif en tête, c'est de ne pas se comparer à un indice de référence. C'est ça qu'on appelle de la performance absolue. Absolue parce qu'on n'est pas en relatif, on ne se compare pas. Et cette performance absolue, on cherche à l'atteindre de manière ultra libre. Dans un portefeuille, on peut un peu tout faire. Donc là, on utilise des produits dérivés, on utilise des valeurs mobilières un peu différentes dans un portefeuille. Et donc, c'est ce qu'on appelle souvent des hedge funds. Donc ils ont des grandes classes d'actifs très différentes et à l'intérieur, très diversifiées. Oui, tu peux trouver des actions, mais quand on parle d'un fonds action, on parle d'un investissement long only. Long only, ça veut dire que tu investis à l'achat dans une action à laquelle tu crois pour telle et telle raison. Mais il y a certains fonds, notamment des hedge funds, qui font ce qu'on appelle du long short. Et là, shorter, c'est venir vendre à découvert une position. Ce qui veut dire que, au contraire, c'est pas qu'on y croit, c'est un secteur sur lequel on ne croit pas trop. Si elle baisse, ça va avoir un effet positif sur la performance du portefeuille. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des produits comme ça aussi qui ont été créés. Voilà. Ouais. Et donc, il y a eu des années où ça a super bien marché. Il y a eu des années où c'était un petit peu plus chaotique. Ce qu'il faut garder en tête, c'est dans les grandes lignes, un fonds de performance absolue, souvent, il cherche à faire 2/3 de la performance à la hausse des marchés actions et il cherche à protéger. Et en gros, en phase de baisse des marchés actions, il est censé te protéger davantage. Et donc, quand tu baisses de une fois, eh bien, ton fonds de performance absolue est censé baisser qu'à hauteur de 1/3. Donc, tu ne profites pas de toute la hausse, mais par contre, tu es protégé en phase de baisse. Ça, on va dire, c'est la le grand objectif. Par contre, il y a plein de sous-catégories parce que les fonds de performance absolue. Pardon. Excuse-moi. Parce qu'eux, ils font beaucoup de paris. Voilà, il y a beaucoup de paris, des paris très court terme, des paris tactiques. On parlait de tactique, ça c'est pareil, au sein des portefeuilles de hedge funds. Moi, aujourd'hui, par souci de lisibilité dans une allocation globale, quand on est face à des clientes qui sont pas forcément averties ou à un niveau de connaissance qui est intermédiaire, je vais peut-être pas trop aller pousser sur ces sujets-là, sur les fonds de performance absolue, parce que c'est très difficile à comprendre. Dans le mécanisme et dans le fonctionnement du produit, je trouve que c'est difficile. Moi, l'objectif quand même, à la fin de la journée, c'est que la cliente face à moi, elle ait compris. Oui, c'est ce que... Ouais. Qu'elle comprenne dans quoi elle investit. Oui. Voilà, c'est essentiel. Oui, c'est sûr. Parce que comprendre, c'est aussi appréhender le risque et ne pas céder aux biais comportementaux. Oui. Absolument. Et donc, la dernière grande classe d'actifs qu'on peut mettre à part ou qu'on peut classer dans cette fameuse classe actifs de décorrélation, actifs diversifiants, actifs alternatifs, ce sont les actifs non cotés ou actifs privés. Donc, quand on parle d'actifs privés, on parle de 4 grandes sous-classes d'actifs. La plus connue étant le private equity, donc le capital investissement en français. Private equity, c'est donc, on le disait plus tôt, c'est s'exposer à des sociétés non cotées en bourse, au capital. Et donc, un fonds de private equity va investir dans un portefeuille d'une dizaine, d'une quinzaine, d'une centaine, en fonction de la stratégie, un portefeuille de sociétés non cotées en bourse pour chercher à les revendre au bout de quelques années. Donc, je crois que tu as eu un épisode dédié aussi sur les actifs privés. Et on aura toute une série dédiée au private equity, aux actifs privés.
C'est génial. Moi j'adore. Donc, on va pouvoir décortiquer et approfondir. Absolument. En tout cas, donc on va dire, il y a le private equity, la dette privée, les infrastructures non cotées et l'immobilier non coté. C'est ce qui compose les actifs privés, les actifs non cotés. Le marché le plus profond, le marché le plus connu, c'est le private equity. Et si je rentre dans le détail, dans le private equity, le marché le plus profond, c'est ce qu'on appelle le capital transmission ou le leverage buyout, qui correspond à investir dans des entreprises qui sont déjà très matures, qui sont rentables. Donc on est sur une phase d'investissement où ces entreprises ont déjà prouvé leur concept, évidemment. Elles vont très bien, elles se comportent très bien et elles ont besoin d'un accompagnement financier, mais pas que de la part d'un fonds de private equity qui va les aider à continuer leur croissance. Donc ça, c'est le leverage buyout, le LBO. Et c'est d'ailleurs cette sous-classe d'actifs, quand je disais sur du très long terme, les actifs non cotés surperforment les actions cotées. On regarde cette fameuse classe d'actifs du LBO, du leverage buyout, souvent, qui est le plus profond du marché. Oui, parce que l'entreprise est à ses débuts, donc... Exactement. Alors, le leverage buyout, tu n'es pas au début, du coup, de la phase. Ça, c'est quand tu es dans du capital risque, du venture capital. Non, mais je veux dire, c'est pas non plus des multinationales. Ah oui, non, oui, tout à fait. Mais par contre, tu peux être... Alors, parce que quand on investit dans un fonds de private equity, l'objectif, c'est que le gérant les achète au fil de l'eau pendant 5 ans et les revende à un multiple de valorisation qui sera beaucoup plus attractif à la sortie. Et il y aura des ventes qui vont être faites au fil de l'eau pendant les 10 ans de durée de vie du produit. Quand on est dans une entreprise dite LBO, leverage buyout, on est déjà dans une entreprise très mature. Un des mécanismes de sortie, c'est soit que cette boîte soit rachetée par un autre fonds de private equity qui veut l'avoir en portefeuille, mais comme tu es sur une entreprise mature, l'autre système de sortie, c'est l'IPO. C'est l'introduction en bourse. Donc, on est quand même parfois sur des entreprises qui sont assez solides, assez larges et qui représentent un chiffre d'affaires, un bilan colossal. Ça, c'est possible. Et ce qu'on peut avoir en tête sur les grandes caractéristiques et l'intérêt dans une allocation d'actifs des actifs privés, la plus grande, c'est la décorrélation. Donc, on est décorrélé, ce que je disais plutôt, des marchés traditionnels, du comportement des actions, du comportement des obligations. C'est la diversification. Décorrélation, forcément, a un impact immédiat, j'ai envie de dire, sur l'effet de diversification dans un portefeuille de long terme. C'est la recherche d'une performance très attractive. On va chercher des performances à plus de 10% la plupart du temps, notamment sur le private equity. Sur la dette privée, c'est un petit peu plus bas en termes d'objectifs de performance. Donc la dette privée, c'est financé par la dette des sociétés non cotées. Et on le voit de plus en plus, les actifs privés aussi dans les journaux. On en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup d'acteurs de sociétés de gestion qui se lancent sur la démocratisation des actifs privés. C'est ce qu'on entend beaucoup. Donc maintenant, c'est une classe d'actifs qui peut être accessible à des clientes privées. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'historiquement, le private equity, les actifs privés, c'était une classe d'actifs uniquement dédiée à des investisseurs institutionnels. Donc des fonds de pension, des assureurs, des grandes mutuelles, etc. Donc moi, je ne pouvais pas du tout aller investir dans cette classe d'actifs. Tu ne pouvais pas. Ou alors si tu pouvais, il faut que tu sois capable de mettre un ticket d'entrée de 5 millions d'euros. Directement. Donc là, pour le souci de la diversification, on n'y est pas trop. Et puis, bon, il faut les avoir, ces 5 millions. Voilà. Là, c'était plutôt finalement des family office. Absolument, exactement. Et donc, il y avait quand même des investisseurs family office qui étaient déjà introduites à cette classe d'actifs et encore pas tellement il y a 20 ans. Depuis 10 ans, il y a une espèce d'effervescence autour du private equity et des actifs privés. Vigilance absolue là-dessus, parce que le niveau de risque est maximal, ne l'oublions pas. Donc, c'est bien beau de vendre des performances à 2 chiffres. Maintenant, derrière, en termes d'illiquidité et de risque, on est au niveau maximal. Donc, dans une allocation d'actifs, oui, c'est super d'avoir des actifs privés, si on répond encore une fois aux objectifs de performance de chaque cliente et au niveau de risque qu'elle est prête à prendre. Oui, mais dans une proportion qui est maîtrisée.
Si j'aime bien donner ces exemples-là quand je suis en rendez-vous client, il y a souvent des rapports de grandes familles qui sortent de grandes banques, les rapports de Family Office, et on voit comment ces Family Office sont investis et comment est alloué leur fameux portefeuille financier de long terme. Les actifs privés ont pris un poids croissant dans l'allocation des grandes familles depuis 10 ans. On est facilement passé d'une quinzaine de pourcents à plus de 30% pour certaines familles. Donc, c'est vraiment, vraiment pas anodin. Donc, j'aime bien donner ces métriques aussi en rendez-vous client pour qu'on arrive à palper combien on met d'actifs privés dans une allocation d'actifs idéal. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'allocation d'actifs idéal, mais globalement, pour moi, si l'horizon d'investissement est long, s'il n'y a pas de contraintes spécifiques pour récupérer ces capitaux à un horizon 3-4 ans, alors arriver avec un portefeuille avec une vingtaine de pourcents sur les actifs privés. Donc quand je parle d'actifs privés, je ne parle pas que du private equity du coup, je parle de la dette privée, des infras et de l'IMO. Eh bien, je trouve que ça peut être très intéressant. Et c'est un moteur de performance et de création de valeur qui sera le plus efficace sur du long terme. Voilà. Très bien. Là, c'est bon, on a fait tout le tour. Oui, on a fait tout le tour. Donc, on voit que l'univers est vaste. Large. Et puis, en plus, j'ai pas parlé de certaines choses, mais ça, je ne maîtrise pas, donc je n'en parle pas. Mais je vous le cite à toutes. C'est les crypto-actifs, les crypto-monnaies, le Bitcoin étant le plus connu aujourd'hui, qui est devenu une classe d'actifs à part entière dans les portefeuilles, où je suis souvent sollicitée, notamment plutôt pour des clients plus jeunes, qui naturellement ont essayé d'investir un peu seul. Top. Dernière question, sur quelle base faut-il réfléchir à leur répartition ? Alors là, c'est totalement en lien avec l'épisode numéro 1. Première question, c'est les objectifs. Oui. Donc, je vais récupérer les objectifs de ma cliente. OK. Je vais récupérer l'horizon d'investissement, déterminer des briques d'investissement selon l'horizon d'investissement. Je vais me dire, je vais mettre une brique court terme, une brique moyen terme, une brique long terme en fonction. Ça va dépendre également du niveau de risque de cette cliente. Donc, c'est le fameux profil investisseuse qui va me permettre de déterminer mes grandes briques. Et encore une fois, il y a souvent des contraintes spécifiques qu'on doit intégrer dans la réflexion quand on va bâtir les grands pourcentages par grande classe d'actifs. Typiquement, les impôts, je vais avoir les impôts qui tombent, je dois absolument les payer entre septembre et décembre. Donc, je veux, dans mon coussin de sécurité, que tu m'inclues une brique paiement de l'impôt. Une brique gestion des dépenses courantes, une brique qui prenne en considération finalement tous les aspects de dépenses courantes que l'investisseuse peut avoir. Et après, dès lors qu'on a défini ces grandes masses, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est essayer de donner un objectif de performance qu'on pourrait atteindre avec ce type d'allocation. Et ça me permet d'affiner les curseurs. Pourquoi ? Parce que ça peut créer de la déception. Si je suis face à la fameuse cliente très prudente qui, au final, je vais lui construire une allocation d'actifs avec uniquement, vu qu'elle est très prudente, uniquement 10% d'actions dans son portefeuille, le plus gros en obligataire et le plus gros en liquidité. Du coup, ça va être liquidité, obligataire qui va être prépondérant dans la construction du portefeuille. Je vais arriver en lui disant, selon cette construction de portefeuille-là, je pense que tu vas pouvoir atteindre un objectif de performance de long terme de ce que je dis, 3%. Et là, oui, mais 3%, pas dingue. Oui. D'accord. Donc, si tu veux un peu plus, il faut que tu acceptes que j'introduise des nouvelles classes d'actifs, le non-coté, ou que je renforce ma poche action pour aller chercher du 4, du 5%. C'est tout le travail de pédagogie que tu fais. C'est ça, voilà. Donc, il n'y a pas de secret là-dessus. On démarre sur la base, l'aspect objectif, évidemment. Il faut que je comprenne l'histoire de la cliente pour essayer d'avoir une allocation qui soit totalement cohérente. Et c'est top parce que pour les personnes qui nous écoutent, on voit bien que il y a un vrai travail d'accompagnement, que vous êtes présent, à l'écoute, et que c'est pas du copier-coller tout préfet, et que non, vous êtes très présent.
Ah oui, absolument. Et je pense que le sur-mesure, la personnalisation est essentielle dans ce métier-là. Et oui, être présent de manière fréquente, essayer d'avoir des points avec son banquier, son expert en allocation d'actifs, son gérant, s'il y a de la gestion sous mandat, par exemple, qui est mise en place, des points récurrents pour se familiariser beaucoup plus avec les mécanismes, les grandes caractéristiques, les comportements de ces grandes classes d'actifs et pour pouvoir affiner son allocation d'actifs, puisqu'encore une fois, elle vit dans le temps et elle est modulable. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi. Est-ce que tu voulais rajouter un dernier point? Parce que là, je pense qu'on a... Je pense qu'on est bien, là. On a explosé les 20 minutes, là, Claire. Ah ben, je m'en rends même pas compte. Je suis tellement... j'aime bien parler de tout ça. Non, mais super, parce que maintenant, nous disposons des bases. Dans le prochain épisode, nous allons voir les clés pour comprendre une stratégie d'allocation d'actifs. Merci encore. Merci à toi. Merci à vous aussi d'avoir visionné cet épisode. S'il vous a été utile pour prendre en main vos finances, pensez à le partager autour de vous. Un simple partage peut lui aussi provoquer un déclic chez quelqu'un d'autre. Abonnez-vous, likez, commentez pour que d'autres femmes puissent elles aussi découvrir des explications claires, fiables et accessibles. Ensemble, faisons circuler les clés pour investir en toute confiance et avancer vers plus d'indépendance financière. Abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes de nos séries publiées chaque dimanche à 10h, lundi à 17h et mercredi à 17h. Pour poursuivre les échanges, se soutenir et partager nos expériences, rejoignez notre cercle privé de femmes. Le lien est en description. Et enfin, pour terminer, un immense merci à Bread Banque Privée, partenaire de cette série qui rend possible la diffusion gratuite de ce programme et soutient notre mission, permettre à chacune de reprendre le contrôle de son avenir financier à son rythme et en confiance. À très bientôt pour un nouvel épisode.